bonjour, bonjour. Il fait son truc un peu débile. Bonjour. Je vais bien réussir à le trouver. Écoutez, écoutez, écoutez. Alors il paraît que dans un mois c'est le brevet. Si, je t'assure. Le diplôme national du brevet en fait. Alors voici des conseils soit pour réussir parfaitement cette épreuve, soit pour limiter la casse. Alors comme il reste un seul mois pour préparer cette épreuve, l'entraînement que je vais te proposer va ressembler un tout petit peu à un entraînement sportif. Premier conseil. Attends. On refait. Premier conseil. Bon bref, premier conseil. Chaque jour est important pour créer des habitudes dans votre cerveau. Créer des habitudes. Dans votre cerveau. Des habitudes. Votre cerveau. Habitude. Cerveau. Habitude. Cerveau. Je ne dis pas que s'entraîner pour le brevet, c'est l'événement qui va vous épanouir le plus. Deuxième conseil. C'est très mal fait. Deuxième conseil. Le deuxième conseil, ça va être tous les jours de lire environ 15 minutes. Si vous le faites plus, c'est tant mieux. Si vous le faites moins, forcément, ça va poser problème. 15 minutes, c'est à peu près le temps qu'il vous faudra pour décrypter complètement le texte au brevet. Bien sûr, vous allez lire là-dessus ou vous allez lire là-dessus. Il faut que ça fasse ce fond-là. C'est du papier. Pourquoi lire sur papier ? Eh bien, tout simplement parce que le jour du brevet, c'est du papier que vous avez. J'ai rien contre la lecture sur tablette, sur smartphone, etc. Si je vous invite à un tournoi de skateboard et que vous me rapportez un longboard, vous voyez bien que ce n'est pas exactement le même sport. Donc la lecture sur papier et la lecture sur numérique, ce n'est pas exactement la même chose non plus. Parce que les gestes sont différents, parce que les touchés sont différents. Il serait absurde de croire que l'on apprend à lire sans son corps et que l'on lit uniquement avec les yeux. Donc le support est important. 15 minutes tous les jours avec du papier. Conseil numéro 3. Un petit conseil en passant qui serait le troisième conseil, ce serait de reprendre vos cours. Parce que pendant toute l'année, vous avez étudié des textes, vous avez fait des sujets d'argumentation, vous avez fait des sujets d'invention. Donc, pourquoi ne pas effectivement reprendre vos cours, puisque de toute façon, vous avez les corrigés qui sont dessus. Quatrième conseil. Un conseil qui va être valable pour l'intégralité de vos épreuves et que votre enseignant de toute façon vous a déjà donné, c'est celui de respirer parce que forcément, en fait, lorsque vous allez arriver à l'épreuve de français, c'est la première épreuve que vous passez au brevet, hormis bien sûr l'oral, mais à l'écrit, c'est la première épreuve. Et en fait, vous allez voir que si vous ne respirez pas un tout petit peu avant, pendant ne serait-ce que 30 secondes, vous allez lire une première fois votre texte, vous n'allez rien y comprendre, vous allez le relire une deuxième fois, vous n'allez toujours rien comprendre, et en fait, vos idées vont se bousculer, vous allez avoir le temps qui va s'enchaîner, les questions qui vont arriver, que vous n'allez pas très bien comprendre non plus, bien sûr. Donc pourquoi ? Tout simplement, vous êtes dans un état de stress et c'est tant mieux parce que ça veut dire que vous accordez de l'importance à ce qui est en train de se passer. Donc il va falloir réussir à respirer. Si vous ne le faites pas tous les jours jusqu'au brevet, forcément votre cerveau et vous-même, vous n'allez pas comprendre pourquoi tout à coup, le jour de cet examen, vous allez vous mettre à respirer et vous allez sûrement vous prendre pour un animal assez étrange. Donc tous les jours, pendant ne serait-ce que 30 secondes, à une heure fixe de la journée, entraînez-vous, ça vous permet de dégager toutes les pensées qui viennent court-circuiter en fait votre concentration. Je ne sais plus très bien où on en est là. Maintenant, on rentre véritablement dans la partie français. Concrètement, la première partie, ce sont les questions sur le texte. Quand on vous pose une question, il faut absolument répondre précisément à la question. Et puis, ce qu'on vous dit souvent, c'est qu'il faut développer en fait votre réponse. Développer sa réponse, ça veut dire quoi ? Développer sa réponse, la première chose, c'est qu'il faut aller chercher une citation du texte qui est en train de dire exactement la même chose que vous. Si jamais on vous dit par exemple, est-ce que vous pensez que dans ce texte-là, on a une critique négative de la société ? Alors, vous pensez que oui, donc vous allez formuler le fait que je pense effectivement qu'il y a une critique négative de la société. Et vous allez aller chercher dans le texte un endroit, un passage du texte, dans lequel on vous dit « cette société était terrible », etc. Donc, vous la prenez, vous la mettez bien entre guillemets, parce que ça ne fait pas partie de votre parole, c'est la parole du texte que vous êtes en train de mettre, et donc vous êtes en train de commencer à développer en fait votre réponse. Développer, ça veut dire tout simplement qu'on rajoute en fait des éléments à la réponse.
Un autre conseil que je peux vous donner quant à la rédaction de votre question, c'est non seulement d'ajouter une citation, mais en plus de prendre une citation dans laquelle vous allez trouver un élément de grammaire intéressant. C'est ce qu'on appelle souvent d'ailleurs les figures de style. Si jamais vous trouvez une métaphore, par exemple, je reprends mon exemple de la société, imaginons on vous disait que cette société était un rouleau compresseur pour les humains et qu'elle ne laissait aucune chance à l'humanité, eh bien vous voyez que c'était un rouleau compresseur, j'ai ici une métaphore. Donc je vais utiliser cette citation précisément, tout simplement parce que j'ai un petit point en plus, là c'est la métaphore, et je vais bien sûr dire qu'il y a une métaphore, parce que le correcteur, quand il a son barème sous les yeux, plus vous lui en dites, plus vous lui donnez des éléments de grammaire, des figures de style, une notion par exemple sur l'imparfait qui sert à décrire, sur le passé simple qui sert à développer des actions, etc. Plus vous lui donnez des éléments comme ça, et plus il augmente en fait votre note. C'est aussi simple. Mon conseil pour la partie dictée, c'est que lors de la première lecture, écoutez bien le texte. Parce que votre cerveau va reconnaître, par exemple, s'il s'agit d'une description. Et s'il s'agit d'une description, il saura qu'il y a de l'imparfait dedans. Et donc forcément, il y aura des AIT ou des AIENT en fin de verbe. En revanche, si c'est une suite d'actions, eh bien, il est possible qu'il se dise « bon bah là, j'ai du passé simple » ou « j'ai du passé composé ». Et donc, automatiquement, en fait, il faut le laisser faire les mécanismes internes, tout simplement parce que votre cerveau est bien plus intelligent que vous ne le pensez. Lors de la deuxième lecture, c'est-à-dire la dictée à proprement parler, lorsque vous croisez un mot que vous avez légèrement oublié ou un mot inconnu, n'oubliez pas de fonctionner en famille de mots. Par exemple, le mot front, si vous ne savez pas quelle est la lettre qui se trouve au final, eh bien il suffit de se dire que sur des façades, par exemple, de monuments, vous avez un fronton ou un frontispice. Ça veut dire que le mot front se termine par un T. Beaucoup de conseils quand même. Une partie qui est une partie assez lourde, c'est celle de la rédaction, vous le savez bien. Mon premier conseil, c'est que vous fassiez des phrases simples. En fait, on n'est pas écrivain en faisant des phrases compliquées. Et quand on est élève, une phrase compliquée, c'est souvent une phrase qui petit à petit va être détricotée et on va perdre en fait sa structure, c'est-à-dire que petit à petit, elle ne va plus être grammaticale. Donc faites des phrases simples, ça n'a rien de dévalorisant, hein, c'est tout simplement en fait vous vous assurez une expression qui est correcte. Lorsque vous aurez fini votre brouillon, parce que c'est évident que vous allez utiliser un brouillon, pensez bien à regarder l'intégralité des répétitions, parce que ça gêne votre correcteur. Lorsqu'il voit que plusieurs fois tel ou tel mot se répète dans votre rédaction, en fait, il en oublie votre histoire, et ce qu'il voit, en fait, c'est le nombre de répétitions que vous avez faites, et donc forcément, ça vous coûte des points. À la place de répéter le nom de votre personnage, pourquoi ne pas utiliser le jeune homme, la jeune fille, le collégien, la collégienne, le jeune garçon, etc. Un conseil qui va vous faire gagner des points. Vous le savez, souvent, en fait, vous êtes relativement brillant à percevoir l'émotion de votre narrateur ou de tel personnage et effectivement, vous arrivez à voir qu'il est très inquiet, qu'il a peur, qu'il est extrêmement triste, qu'il est très amoureux, etc. Et ça, vous arrivez à le faire très très bien. La seule chose, c'est qu'au moment où vous nous donnez l'émotion de ce personnage, ce que vous faites la plupart du temps, c'est que vous partez sur une expression comme « quelques mois plus tard ». Ou quelques jours plus tard, vous avez compris que l'intensité d'un sentiment pouvait se calculer aussi en temps, c'est-à-dire par exemple le jour où vous allez être extrêmement amoureux ou amoureuse de quelqu'un, et bien cette intensité va se reporter dans le temps, c'est-à-dire qu'en fait vous allez être extrêmement amoureux pendant longtemps. Et ça vous le comprenez. C'est dommage dans ce cas-là de balayer cette intensité émotionnelle en disant quelques mois plus tard, etc. Ce que je vous conseille de faire lorsque un personnage en fait est devant un spectacle qui le rend extrêmement triste ou qui le rend au contraire très joyeux, c'est de décrire ce qui le rend joyeux. Ça peut être un paysage, ça peut être un autre personnage, ça peut être une certaine situation. Pensez à décrire, à arrêter l'action pour décrire. C'est comme ça que vous pourrez déployer les sentiments de votre personnage. Et bien sûr, ça vous rapporte des points. Attention à votre tendance à exagérer les sentiments de vos personnages. On a souvent des rédactions dans lesquelles un personnage qui est triste va se suicider, tout simplement parce qu'il n'en peut plus, etc. Non, pensez qu'il y a certains degrés en fait dans les émotions et le suicide, bien sûr, arrive à la fin. C'est une situation qui arrive
tout au bout. Donc avant d'exagérer de cette manière-là, pensez à monter crescendo dans les émotions. Relisez bien le début de votre texte parce qu'il suffira en fait de quelques secondes seulement pour que votre correcteur ait pris la température de votre texte. Si sur les 10 premières lignes vous avez enlevé un maximum d'erreurs d'orthographe ou d'erreurs de grammaire, votre correcteur aura une bienveillance à votre égard et c'est évident puisque de toute façon on est là pour vous donner des points. Enfin, et bravo d'avoir écouté ça jusqu'au bout, le dernier de mes conseils en fait c'est un conseil musical, poétique. Trouvez un rythme, trouvez une musique dans votre texte. N'hésitez pas à faire certaines répétitions en début de phrase. Chaque jour, je me levais et j'allais à mon collège. Chaque jour, je retrouvais les mêmes amis, les mêmes connaissances. Chaque jour, je reprenais les mêmes cours, le même stylo, le même cahier. Chaque jour, je m'ennuyais tout autant, etc. On ne s'ennuie pas à l'école, c'est évident, mais vous voyez que rien qu'en utilisant cette répétition en début de phrase, qui s'appelle une anaphore, j'ai réussi à créer un rythme, et c'est un rythme d'écrivain, tout simplement. Et donc, en fait, je donne l'impression à mon correcteur que je tente d'écrire, non pas une rédaction, mais un texte littéraire, voire poétique, et j'ai tout gagné, parce que l'idée, c'est pas de faire de vous des élèves, mais l'idée, à travers la rédaction, c'est de faire de vous des simili-écrivain. Je sais pas comment il dit, c'est au revoir la prochaine fois, abonne-toi, mets un pouce en l'air. Si tu peux pas travailler ton DNB à la fin de l'année, de toute façon, enfin sinon, ça veut dire que t'as raté, quoi. C'est pas possible. Ouais, voilà, c'est ça, quoi. C'est trop tard. Tu peux leur dire, oh, bonjour, c'est trop tard, c'est mort. Ces pauvres gamins, quand même.